Bonjour à toutes et à tous. Vous m'avez déjà entendu pour le test. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Jean-François Corti, qui est médecin et président de Médecins du Monde. Il est connu pour son engagement de longue date dans l'action humanitaire, en France comme à l'international. Il a travaillé notamment dans des missions de terrain, notamment en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient, avant de devenir directeur des opérations internationales de Médecins du Monde, puis président de MDM. Il est chercheur associé à l'IRIS et il vient de publier un nouvel ouvrage, Géopolitique de l'action humanitaire, aux éditions Eyroll. J'ai aussi le plaisir d'accueillir Maître Dorado, avocat au barreau de Paris et spécialiste du droit pénal international et membre de l'association des juristes pour le respect du droit international, comme l'a précisé Loubia. Donc, sans plus attendre, on va faire un état des lieux assez triste au vu du contexte aujourd'hui. Comme vous le savez sans doute, l'ONU vient de confirmer ce que l'on dit depuis longtemps, à savoir qu'il y a une famine véritable dans la bande de Gaza. Et il est important de préciser qu'on va parler de droit international humanitaire, mais l'humanitaire, c'est une forme de réponse à une problématique politique qui est le fait colonial, qui existe depuis plus de 75 ans. Et je pense que c'était important de rappeler ça, de continuer de le rappeler, avant de commencer à parler de ce sujet. Donc je vais tout de suite me tourner vers Maître Dorado et je voulais avoir votre expertise juridique. Une question très simple. Depuis le début des massacres à Gaza, c'est quoi concrètement les abus flagrants de droit international ? Mais tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation, surtout pour représenter fièrement et avec honneur aussi aux juristes, à l'association juriste pour le respect du droit international et d'être ici parmi vous pour répondre à ces questions, une question d'actualité assez pressante et assez compliquée. Alors, on y va direct, on va répondre directement à la question sur l'état des lieux. Voilà, 8 types d'abus que moi, en tout cas, sauf erreur, vous me compléterez en tout cas, d'abus qu'on peut remarquer depuis octobre 2023. Même peut-être avant, mais en tout cas à partir d'octobre 2023. Tout d'abord, peut-être avant d'expliquer la typologie d'abus, en tout cas qui sont documentés et en tout cas constatés, tout d'abord dire que les sources sont évidemment les rapports de l'ONU, sont les rapports des ONG spécialisées aussi en droit humain, des experts juridiques, aussi bien des abus documentés des actions des forces israéliennes, mais aussi des forces, on va dire, palestiniennes. Dans ce cas-ci, le Hamas pourrait être plus équilibré dans l'analyse. Alors, les abus de typologie vont être en fonction, évidemment, de la Convention, des conventions de Genève de 1949 et du protocole additionnel de 1977, qui constitue, comme vous le savez, le socle du droit international humanitaire. Alors, 8 types d'abus. D'abord, je vous les liste et après je les développe. L'attaque contre les civils et les infrastructures civiles, l'utilisation de la famine, les déplacements forcés de population, 4, les attaques contre le personnel humanitaire et infrastructures protégées, 5, l'utilisation des civils comme bouclier humain, 6, la destruction systématique de biens civils, 7, l'assassinat ciblé de journalistes, et 8, on va dire, les crimes contre l'humanité et en soi-même le génocide. Alors, sur la question d'attaque contre les civils et les infrastructures civiles, nous avons les bombardements massifs israéliens contre la population civile, contre les hôpitaux, contre les écoles, contre les mosquées, contre les zones résidentielles, les écoles, par exemple Al-Tabaïn, en août 2024, qui a fait 100 personnes assassinées, dont 70% sont des femmes et des enfants. Alors pourquoi je mentionne, bon ça je crois que c'est un chiffre que vous connaissez, mais c'est important d'un point de vue juridique, puisqu'il démontre aussi qu'il n'y a pas de distinction entre les cibles militaires et les cibles civiles. Donc ça c'est très important au regard du droit international humanitaire. Et nous avons aussi, comme je le disais un peu avant, l'attaque du Hamas aussi, qui constitue en tout cas des éléments du crime de guerre, comme la prise d'otages et aussi d'assassinat.
Quant à l'utilisation de la famine, qui est utilisée comme une arme de guerre, c'est-à-dire les restrictions israéliennes par rapport à l'eau, la nourriture, le carburant, la fourniture médicale, vont constituer des conditions qui vont créer cette crise humanitaire que nous connaissons, qui est assez grave, et qu'on peut dénommer comme un siège total, qui est une atteinte évidemment au droit international humanitaire par le fait d'aggraver les conditions de vie. Quant au déplacement forcé de la population, les ordres multiples d'évacuation répétés qui sont émis par Israël, par exemple à Khan Younis, en juillet 2024, donc 250 000 personnes déplacées d'un coup, en absence de sécurité, absence de passage sûr, absence aussi de conditions adéquates de ce type de transfert forcé, dans des zones qui sont surpeuplées et qui n'ont pas en plus d'infrastructures, donc qui sont en plus souvent, qui ont été souvent bombardées. Donc ces déplacements, évidemment, c'est une évidence, sont contraires au droit international humanitaire. L'attaque contre le personnel humanitaire et contre l'infrastructure protégée aussi, vous avez en octobre et novembre 2024, vous avez déjà eu les 20 travailleurs humanitaires assassinés, les attaques contre les hôpitaux, l'hôpital Nasser, les obstructions systématiques d'opérations humanitaires aussi. Tout cela constitue aussi une atteinte au droit international humanitaire et un abus, bien évidemment. L'utilisation de civils comme bouclier humain, donc ça a été rapporté aussi dans plusieurs rapports qui font état, par exemple, de l'usage en particulier d'une personne, par exemple, de 80 ans qui avait été obligée à forcer d'explorer des bâtiments avec ceinture explosive. Évidemment, ça, c'est une violation du droit international humanitaire. La destruction systématique de biens civils, comme les maisons, les hôpitaux, les universités, le registre civil, important aussi, qui a été ciblé, qui n'ont évidemment aucune justification militaire et qui est documentée. Je rappelle, pour tous ceux qui... Bon, c'est une évidence, enfin, vous le rappelez, mais bon, des vidéos, évidemment, sur le net, qui circulent sur le net de militaires qui s'amusent à détruire à l'explosif des infrastructures, qui est une violation, évidemment, du principe de nécessité militaire. Enfin, je ne vois pas l'utilité de s'amuser et de le filmer, d'ailleurs, comme si c'était un amusement, ou encore organiser des petits tours maritimes pour visualiser en temps réel ces explosions d'infrastructures civiles. Donc ça, il y a un principe, ça s'appelle le principe de nécessité militaire. Évidemment, il y a eu atteinte. Assassinat ciblé de journalistes, bon, il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'exemples. Vous en avez récemment, non, toute l'équipe d'Al Jazeera, qui a été décimée, assassinée. Et finalement, bon, les crimes contre l'humanité et génocide, qui est reconnu déjà au moins par 150 juristes francophones, en tout cas, et par beaucoup de monde, en tout cas. L'élément matériel qui constitue le génocide, oui, il existe. L'élément intentionnel aussi, c'est-à-dire ce qu'on appelle le dolus et spécialiste en droit international pénal. Je rappelle que d'après le statut de Rome, donc l'article 6, qui va caractériser va caractériser le génocide, c'est que l'exigence qu'il soit commis de manière intentionnelle et ciblée, ce qui est le cas en espèce pour la bande de Gaza. C'est-à-dire avec intention de détruire tout ou en partie, parce qu'on a entendu des pseudo-philosophes aussi indiquer que toute la population n'avait pas été assassinée, donc ce n'était pas encore un génocide. Je rappelle d'abord une jurisprudence importante, que vous le sachiez aussi, et la jurisprudence de 2007, c'est de Bosnie contre Srebrenica, contre la Serbie, dans le massacre de Srebrenica, le génocide. Ça a été rappelé par la Cour internationale de justice que ce massacre constituait un génocide. Oui, c'était 11 000 personnes, 11 000 hommes qui avaient été tués. Donc ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de que les conditions, l'élément matériel et intentionnel soient remplis. Et ces actes, quels actes vont constituer le génocide? Parce que ça aussi, on entend beaucoup de journalistes qui ne le rappellent pas, ou en tout cas font très mal leur travail. Alors ce sont des actes qui peuvent être alternatifs, on va dire, de cette manière, ou combinés. C'est-à-dire le meurtre, l'atteinte grave à l'intégrité physique ou psychologique de ce groupe ciblé, c'est-à-dire un groupe national, ethnique, racial ou religieux, je rappelle. La soumission intentionnelle du groupe
à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle. Bon, là, vous avez la famine. Hein. Les mesures visant à entraver les naissances du groupe. Bon, ça c'est clair aussi. Les enfants ont été ciblés de manière très particulière. Et les transferts forcés d'enfants. Voilà, ce sont les actes par lesquels on peut caractériser un génocide, toujours, comme je rappelle, avec l'exigence de démontrer que ça a été commis de manière intentionnelle et ciblée. Alors, il y avait une question que tu m'avais posée aussi hier soir, c'était pour savoir exactement quelles étaient les normes spécifiques de la Convention de Genève. Oui. Si tu veux, je réponds direct ou... Voilà, d'accord. J'y vais parce que ça, c'est la partie, disons, plus de tes textes juridiques. Alors, il y a un article, l'article 3 de la 4e Convention de Genève qui me paraît très important, et je vous le dirai la raison un petit peu après. Bon, déjà, on va décrire cet article. Elle s'applique aux conflits non internationaux. Il interdit l'atteinte à la vie et à l'intégrité physique des personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, c'est-à-dire les civils, les prisonniers, les blessés. Donc évidemment, les bombardements massifs dont on est tous témoins en temps réel et jusqu'à présent, sont une atteinte, bien évidemment, du droit international humanitaire. Cet article 3 aussi interdit évidemment la prise d'otages, l'outrage et le respect, surtout le respect à la dignité, qui c'est quand même une des normes essentielles dans n'importe quel ordre juridique, et la garantie de jugement équitable. Alors cet article 3 est très important parce que on l'appelle aussi, c'est le droit international humanitaire minimum, voilà, et qui est rentré et est intégré dans ce qu'on appelle le jus cogens, c'est-à-dire le droit coutumier. Et le droit coutumier, ce sont des normes impératives au niveau international que tout le monde doit respecter. C'est-à-dire il y a un effet erga omnes, cet effet erga omnes, bon, ça s'applique à tout le monde, que ce soit des groupes ou des entités ou des acteurs étatiques ou non étatiques. Ça s'applique absolument à tout le monde. Même à des situations où certaines des conventions de Genève ne s'appliqueraient pas. Donc cet article 3 est quand même très important de ce point de vue-là. Vous avez l'article 8 de la 4e Convention aussi, l'interdiction d'utilisation des civils comme boucliers, pour être précis. L'article 13 de la 4e Convention, l'obligation de protéger les populations civiles, que ce soit avec des roquettes ou que ce soit des tirs indiscriminés israéliens, comme c'est dans le cas d'espèce, et notamment dans des zones densément peuplées. Et l'article 27 de la même 4e Convention aussi qui protège les populations civiles contre des traitements dégradants. Voilà donc par rapport à ce que je voulais vous mentionner par rapport aux conventions de Genève et pour répondre à ta première question. Merci pour cette réponse méthodique. On aimerait vous entendre sur des plateaux télé. Je voulais revenir au début de votre propos où vous avez fait cette analyse détaillée de ce qui se passe depuis le 7 octobre et vous avez aussi commencé par dire peut-être même avant. Et là, j'aimerais vous poser une question, Monsieur Corti. Je voulais vous demander, vous qui avez cette expérience de terrain, est-ce que vous pourriez nous donner une analyse de la situation humanitaire à Gaza et en Palestine avant le 7 octobre? Oui, merci beaucoup pour l'invitation et rebonjour, parce que j'étais sur la précédente table ronde, donc j'espère que vous allez bien depuis tout à l'heure. On va continuer sur le même rythme des sujets un peu sensibles. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, et c'est assez difficile de mener cette discussion dans le débat public, je pense qu'Aymeric Caron ne dirait pas le contraire, c'est de dire qu'effectivement il y a eu des atrocités qui relèvent possiblement de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité le 7 octobre 2023, et il n'y a pas photo sur ça, mais que cela s'inscrit dans une dynamique d'occupation, de guerre coloniale, de dizaines et dizaines de milliers de morts, notamment palestiniens, depuis 50 ans sur ce territoire, et que la bande de Gaza, si on parle spécifiquement d'elle, est soumise à un blocus depuis 17 ans, qui s'est transformé ensuite en un siège depuis le 7 octobre 2023. Alors, ayez en tête la nuance qu'il y a entre un embargo, donc c'est des mesures, on va resserrer
on va empêcher, on va mettre la pression sur un régime. On l'a fait en Irak, on l'a fait en Sierra Leone, on l'a fait en Haïti dans les années 80-90. Voilà, ça va limiter, notamment, ça va impacter la vie économique, ça va surtout impacter les civils. Ça, c'est l'embargo. Il y a ensuite le blocus où on resserre un petit peu à l'échelle d'un territoire donné. On referme, on enferme davantage ce territoire. C'est ce qui a été le cas à Gaza depuis de nombreuses années, où on limite les entrées de tout. Et on sait que dans Gaza, c'était environ 500 à 600 camions qui rentraient chaque jour par la route, notamment depuis Israël ou l'Égypte, pour répondre aux besoins de 2 millions de personnes qui n'étaient pas autosuffisants. Mais déjà, pendant ce blocus, étaient calculées les rations à calories près, de savoir ce que les Gazaouis pourraient manger et s'assurer que voilà, on soit sur des seuils minima de différentes choses dans la vie courante. Et ensuite, vous avez le blocus où là, on est à un autre niveau, c'est-à-dire qu'on associe au siège des destructions massives d'infrastructures et autres. Et c'est ce qui se passe depuis le 7 octobre 2023, où vous avez, au-delà de tout ce qu'a évoqué Alfonso, c'est ça, en termes d'abord juridiques, en termes de cadre, mais aussi en prenant des exemples de ce qui se passe à Gaza, où vous avez quand même une estimation de près de 62 000 morts. Et ce chiffre est probablement sous-estimé parce qu'il ne tient pas compte des gens qui sont restés sous les décombres, ou tous celles et ceux qui meurent sous leur bâche en plastique d'une décompensation cardiaque, d'un asthme ou d'un diabète parce qu'il n'y a pas le SAMU pour venir les récupérer. Ça passe par au moins 140, 150 000 blessés, dont 20 000 nécessiteraient d'être évacués dans des hôpitaux de la sous-région qui sont opérationnels parce que l'entièreté des hôpitaux ont été impactés à Gaza, c'est 36, la moitié ne fonctionne plus et les autres sont fonctionnels mais avec des insuffisances de médicaments, de fuel pour les groupes électrogènes et des équipes qui sont cramées en burn-out même si elles continuent à bosser dans des conditions exceptionnelles. C'est près de des milliers, et ça c'est exceptionnel, milliers d'enfants qui sont orphelins et qui sont aussi aujourd'hui handicapés, notamment du fait de blessures invalidantes. Et puis ces 2 millions de personnes qui ont été déplacées, pour la plupart à plusieurs reprises, et qui aujourd'hui encore vont être déplacées, vous le savez, après les annonces du Premier ministre. Près d'1 million de personnes de Gaza City risquent probablement de devoir dégager dans le sud, là où rien ne les attend, à Deir el-Bala ou à Ragnones, étant entendu que Rafah était totalement détruite, même si certains élus israéliens nous parlent d'une future ville humanitaire qui pourrait les accueillir, ce qui est évidemment une instrumentalisation et un détournement sémantique absolument odieux de la raison humanitaire. La spécificité, si on compare à d'autres contextes où évidemment la cruauté et la barbarie n'a pas démarré à Gaza, au Soudan tous les jours, en RDC, au Yémen, en Afghanistan, il y a de la violence et le droit international humanitaire n'y est pas souvent respecté non plus. La spécificité de Gaza, c'est que avant le 7 octobre, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, les gens étaient déjà emprisonnés, étaient déjà sous blocus. Moi, je suis allé voir mes équipes il y a quelques années dans Gaza, où vous rentrez dans une prison à ciel ouvert et où les mouvements sont extrêmement contrôlés et où la seule vision qu'on a d'Israël depuis Gaza, c'est du fait de drones ou d'avions de chasse ou parfois de tanks quand ils s'approchent des zones de démarcation. Donc c'était déjà une prison à ciel ouvert. Et donc, après les atrocités du 7 octobre, la majorité de la population n'a pas pu fuir, n'a pas pu s'échapper. On voit souvent dans les annonces de siège, que ce soit à Grozny, même si la mortalité était importante, à Alep en Syrie, où j'avais aussi des équipes qui étaient mobilisées et dont certaines avaient été pris au piège dans une partie de la ville. Mariupol, par exemple, en Ukraine, on sait que à l'annonce d'un siège, la plupart du temps, on peut partir. Et il y a eu des millions de déplacés et de réfugiés, notamment en Ukraine, souvenez-vous, y compris en Europe, certes, Pologne, Roumanie, mais aussi en France, au Portugal, en Espagne, en Italie. Mais vous avez le temps plus ou moins de partir. Souvent, il ne reste dans ces lieux qui vont être sous siège, souvent des personnes âgées sans relais de solidarité, des soignants, quelques combattants, des malades, et donc c'est eux qui payent un lourd tribut. Mais on va dire les familles, la plupart du temps, les enfants en bas âge, on a le temps de se barrer et d'aller se mettre un peu à l'abri. Ça n'a pas été le cas à Gaza. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez au moins
83%, si c'est le chiffre du dernier rapport de médias sérieux qui sont sortis en début de semaine, 83% des décès qui sont des civils, qui sont des femmes et des enfants. C'est des milliers d'enfants de 6 mois à 5 ans, de nourrissons, qui ne manient pas la Kalachnikov à longueur de journée et qui ont été tués dans des bombardements qui ont laminé des quartiers entiers. Donc cette singularité de l'enfermement et d'un siège qui arrive après un blocus sur un territoire de 40 km de long sur 8 de large, avec une hyper densité de population, l'impossibilité de s'échapper, d'être bombardé, d'être soumis à la faim, à la soif intentionnelle, ça c'est quand même assez exceptionnel, quoi. Je veux dire, évidemment, il y a beaucoup de, comme je l'évoquais tout à l'heure, beaucoup de zones de conflit ultra violentes, et ce qui se passe dans les Kivu au Congo, c'est pas clean au Soudan non plus, mais la cruauté, la brutalité infligée aujourd'hui à la population civile palestinienne de Gaza est absolument phénoménale. Et ce qui l'est encore plus, c'est, tu l'as rappelé Alfonso, le fait qu'il y ait 500 humanitaires qui ont été tués. Nous par exemple, Médecins du Monde, on a perdu un médecin en fin 2023 qui est mort sous les bombes avec une partie de sa famille. Le reste était venu essayer de le déblayer à la main parce qu'il n'y a pas de pelleteuse. Il y a une bombe qui a fini de tuer le reste de la famille. Mais au-delà des assassinats, des destructions de nos bureaux à plusieurs reprises par l'armée israélienne, donc c'était intentionnel, c'est aussi nos équipes qui cherchent à manger et à boire à longueur de journée. C'est aussi nos équipes qui ne mangent pas tous les jours. C'est aussi les équipes d'humanitaires de l'UNRWA, d'MSF, des autres ONG, qui aujourd'hui sont potentiellement à risque de mourir de faim. Et ça s'est jamais vu dans les conflits contemporains. De fait, on n'a jamais perdu des collègues de la faim sur des zones de conflit. On en a perdu sous les bombardements, sous des enlèvements. Et d'ailleurs, on voit de plus en plus d'impunité sur les terrains de conflit, qui fait que le nombre d'humanitaires qui sont attaqués ou tués est de plus en plus important, même si proportionnellement il y en a plus qu'il y a quelques années. Mais de fait, les humanitaires aujourd'hui prennent énormément de risques, et sur la situation spécifique de Gaza, ils sont, comme tout le monde, en train de mourir de faim à petit feu. Merci beaucoup pour cette analyse complète qui a anticipé la majorité de mes questions. C'est ça d'avoir des bons intervenants. Je voulais vous demander à vous deux, parce qu'on a eu une analyse juridique assez complète, on a eu une analyse de la situation humanitaire et de l'étendue des dégâts. Moi, je voudrais savoir sur les deux volets, qu'est-ce qu'a fait la France en tant que diplomatie, en tant qu'État, depuis le 7 octobre, et même avant. Quelle position porte la France, et qu'est-ce qu'elle fait concrètement pour empêcher ça ? Vous avez répondu, hein. Alors, Jurdi, comme association des juristes pour le respect du droit international, nous on s'est... je le dis toujours à mes collègues quand même, il y a eu deux lettres qui ont été adressées au président de la République à 2 reprises, et spécifiquement sur le droit international humanitaire. Bon, il y en a eu d'autres, mais spécifiquement par rapport à ça, bon, vous imaginez qu'on a eu beaucoup de réponses. On s'est occupé évidemment, pour éviter cette situation, de nous occuper de la question du transit d'armes surtout, non, au niveau de Jurdi. Donc il y a eu des actions judiciaires, c'est-à-dire, c'est très bien la partie déclarative, le plaidoyer est important, hein. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous sommes présents aujourd'hui ici. Mais il faut, dans ce genre de situation aussi, ce qu'il faut trouver, c'est l'effet juridique utile, c'est-à-dire que vraiment on puisse stopper cette machine infernale. Et la question de l'exportation des armes nous a occupés. On a tenté pas mal d'actions judiciaires à travers la juridiction administrative, à travers la juridiction judiciaire, parce que vous savez que nous avons 2 ordres en France, hein, la partie du droit administratif et du droit aux justice, l'organe judiciaire.
Et nous n'avons pas eu gain de cause. Nous n'avons pas eu gain de cause parce qu'ils se renvoyaient la balle d'un côté à l'autre par rapport aux compétences, ou bien ils prenaient trop de temps quand on faisait un référé liberté, quand on avait un bateau qui était avec plein d'armes, et nous avions toute l'information. Il tardait un peu trop parce que normalement les référés liberté c'est en 48 heures. Oui, mais le bateau, le temps que vous preniez votre décision et quand les décisions sont trop tardives, le bateau il est parti. Par contre, ceux qui ont sauvé l'honneur, c'est les dockers par exemple de Fos à Marseille, en Fos-sur-Mer, ou encore les dockers en Grèce ou aussi en Italie. C'est-à-dire, c'est incroyable. C'est au final la désobéissance civile qui a eu gain de cause dans ce genre de situation. Et normalement, ça aurait dû être le droit. Ça aurait dû être des décisions judiciaires comme il y a eu en Belgique récemment. Le 17 juillet 2025, il y a eu un juge, un tribunal en Flandre, à Anvers, qui a interdit justement le transit d'armes. Ce qu'ils ont fait, au fait, c'est décharger les armes. Ils l'ont passé par la France en camion, ils l'ont fait en catimini et ils l'ont rembarqué par le Havre. Voilà, on a essayé d'agir, mais on n'a pas réussi. Donc voilà, par rapport, je me suis un petit peu éloigné, mais la réponse est, en tout cas, de notre expérience comme juriste, sur la question du droit international humanitaire, très peu, pas de réponse, et plutôt beaucoup de blabla, plus dans le symbolique que dans des actions plutôt effectives, et je pense que la France comme était bien placée pour faire quelque chose. Juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire, donc vous n'avez pas eu de contact avec le Quai d'Orsay, avec la diplomatie, malgré le fait que vous soyez une association qui... À part les courriers et des mises en demeure, parce qu'il y a des mises en demeure dans d'autres volets. Hein. Donc il y a la question du survol, par exemple, de M. Netanyahou, ça c'est autre chose. Il y a eu en tout cas des demandes d'information au Quai d'Orsay, on n'a pas eu de réponse. Enfin, je pourrais vous détailler un petit peu. On a eu une réponse à partir du secrétariat général de la coordination du gouvernement, qui dépend de Matignon, du Premier ministre, en indiquant qu'il n'existait pas de document, par exemple, de survol. Mais je fais ça juste pour l'anecdote, entre parenthèses. Et par contre, vous avez au journal officiel de l'Assemblée nationale une réponse écrite du même ministère des Affaires étrangères et de l'Europe qui indique qu'il existe ces documents administratifs. Donc on est déjà dans le mensonge. Donc il y a un problème avec les institutions et une méfiance qui va commencer à s'installer si on arrive à ce genre de ces situations. On est maintenant devant le tribunal administratif. Donc on a saisi le tribunal administratif pour donner ces exemples. Voilà. Ouais, je pense que la question doit se poser, certes au niveau de la France, mais à l'échelle de la communauté internationale, des Occidentaux, des pays arabes aussi, enfin de différents acteurs qu'on aurait aimé avoir plus proactifs face à ce qui s'avère être un génocide plausible, plus que plausible aujourd'hui, compte tenu des différents éléments qui ont été apportés, et encore plus aujourd'hui avec la notion de famine qui est avérée comme, on va dire, officielle dans Gaza. Le terme de famine, il est très politique, vous l'aurez compris. Il n'est pas évident de le poser aussi parce qu'il faut plusieurs critères pour pouvoir le définir et donc avoir accès à des zones qui sont souvent insécures. Et donc, ce n'est pas toujours évident d'avoir, dans un endroit comme Gaza, où aujourd'hui vous n'avez accès qu'à 12% du territoire, d'avoir des données précises. Mais sur les 5 niveaux de l'échelle d'insécurité alimentaire, le 5e niveau, c'est la famine. Et il se définit par trois critères. Le premier, c'est d'avoir des taux de mortalité, 2 décès pour 10 000 habitants au moins en lien avec ce contexte donné. C'est avoir au moins 30% de la population malnutrie, et c'est essentiellement les enfants qui sont les plus impactés, les femmes enceintes et allaitantes. Et puis, c'est avoir au moins 20% de la population qui n'a pas accès à de la nourriture au quotidien. Donc, tous ces éléments, ils ont été mis en évidence, alors même que la notion de malnutrition sur le territoire, elle est connue depuis plusieurs mois. Déjà, en janvier 2024, la Cour internationale de justice parlait de risque plausible de génocide et demandait à ce que,
entre autres, de l'aide rentre de manière plus proportionnée, ce qui n'a jamais été le cas. En juillet 2024, on recensait déjà les premiers morts d'enfants malnutris par l'ONU, qui parlait d'une malnutrition et de décès en lien avec une possible dynamique génocidaire. Et puis nous, Médecins du Monde, on a mis en évidence une enquête sur la base d'une cohorte de 15 000 enfants qu'on voit dans nos centres de soins nutritionnels et qu'on a vu entre juillet 2024 et avril 2025 à Gaza et Al-Mawazi et Dar al-Bala, entre autres, où on a montré une forte corrélation entre la malnutrition et l'efficacité du siège. Et au moment où le siège était plus important, en novembre, par exemple octobre-novembre 2024, on était à des taux de malnutrition à hauteur de 20%, puis ça redescendait à 2-3% autour de janvier 2024. Pour remonter ensuite en avril à 20%, et aujourd'hui on est largement au-dessus de 30%. Donc on voit bien une forte corrélation entre le siège et la malnutrition, sachant que cette malnutrition était à hauteur de 0,5 ou 0,8% avant le 7 octobre 2023 dans la bande de Gaza. Donc simplement pour dire que sur est-ce que la France ou les Occidentaux en font assez ou pas, spécifiquement sur la France, on voit qu'il y a un changement de ton quand même ces dernières semaines, mais on reste, il me semble encore, comme l'a rappelé Alfonso, un peu trop sur des gesticulations communicationnelles et peut-être pas assez sur des actes tangibles qui pourraient mettre la pression sur les autorités israéliennes d'extrême droite qui aujourd'hui conduisent les opérations militaires à Gaza et qui aussi accélèrent, il ne faut pas l'oublier, la colonisation en Cisjordanie avec notamment des modes opératoires militaires depuis début 2025 qui sont nouveaux, ces bombardements, sièges de nombreuses villes, déplacements de plus de 20 à 30 000 personnes qui ne reviendront pas chez elles. Et donc on voit cette double dynamique. Mais on a des indignations européennes, les Allemands commencent à s'indigner alors qu'ils ont fourni des armes jusqu'à présent, les Anglais aussi, les Américains ne s'indignent pas évidemment de cette situation. Mais là où je veux en venir, c'est qu'il est intéressant de profiter de la contemporanéité entre le conflit en Ukraine et le conflit israélo-palestinien, où on voit d'un côté, on voit un double mesure flagrant justement dans l'animation et l'utilisation des leviers juridiques du droit international, du droit international humanitaire, des organismes tels que la Cour internationale de justice ou la Cour pénale internationale. On voit qu'on n'en fait pas la même utilisation dès lors qu'on n'est pas sur les mêmes conflits. Alors c'est pas nouveau, sauf que là c'est quand même un peu trop voyant, quoi. C'est un peu trop too much, quoi, si je peux me permettre. D'un côté, en Ukraine, on met en avant la Cour pénale internationale, le mandat d'arrêt de Poutine qui est arrivé très vite, en 2022, 2-3 mois après la tentative d'invasion de l'Ukraine. Il a un mandat d'arrêt international, notamment pour déportation d'enfants. Voilà, ces juridictions ont été soutenues par les Occidentaux. Mais aujourd'hui, sur le conflit israélo-palestinien, on ne s'inquiète pas plus, comme on le rappelait, de laisser passer l'avion de M. Netanyahou sur notre territoire pour aller voir M. Trump, alors qu'il est sous mandat d'arrêt international et que la France est quand même membre de la CPI, si je ne me trompe pas. Voilà, on a quand même continué à envoyer des armes, même si certaines étaient soi-disant pour de l'autodéfense, qu'on n'en a pas fait plus que ça pour remettre en question les accords d'association entre l'Europe et l'État d'Israël, qui aurait pu être un levier fort. Les Allemands ont continué à vendre des armes depuis jusqu'à récemment. Et ils se questionnent sur le fait potentiellement de mettre en question ces ventes d'armes, ce qui a d'ailleurs entraîné un tollé dans la classe politique allemande, ce qui est assez étonnant. Donc voilà, ce deux poids deux mesures, en fait, il crée les conditions d'un affaiblissement du droit international humanitaire. Il crée les conditions du fait qu'on en fasse un outil de domination plus que de justice. Et ça, c'est pas bon pour la suite des événements à l'échelle planétaire, étant entendu qu'aujourd'hui, on a un empilement de conflits qui fait qu'on a encore besoin d'un certain cadrage pour protéger les civils, les soignants, les aidants. Alors peut-être que ce qu'a pas dit Alfonso, c'est que, même si sa présentation était très claire et très informative, c'est que ce droit international humanitaire, il n'a pas été créé pour empêcher la guerre. Il a été écrit par d'ailleurs des militaires. Il est là pour tenter un petit peu de l'humaniser, ce qui apporte des nuances par rapport
ce qu'on pourrait s'en faire en termes de projection et de fantasme. Donc il essaie de répondre à une forme d'utopie d'humanisation de la guerre, même si les textes ne sont pas utopiques, qu'ils sont, de l'avis de nombreux experts, bien écrits, bien collés à la réalité de ce qu'il faut défendre, et notamment les civils, les soignants, les aidants. Le problème, c'est qu'il n'est pas respecté, qu'il y a une situation d'impunité, et qu'aujourd'hui, vous avez, y compris de nombreux pays occidentaux qui ont été des faire-valoir de ce droit international humanitaire dans de nombreux conflits, et qui aujourd'hui le mettent de côté lorsqu'il s'agit du conflit israélo-palestinien, et ça, c'est absolument insupportable, et ça finit d'altérer ce droit qui est en mauvaise posture aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vais vous poser une question à tous les deux, encore une fois, assez large. Je voulais savoir si c'était prévisible, cette situation. Pas à partir du 7 octobre, hein, mais dans l'histoire coloniale israélienne et toutes les transgressions qu'il y a eu du droit international, est-ce que finalement c'était quelque chose qu'on pouvait anticiper, à savoir on pouvait anticiper que l'impunité allait aller encore plus loin. Et c'est peut-être, ça nous donne peut-être aussi un indice de réflexion sur l'avenir du droit international, où je voulais aussi vous demander si il y aura un avant ou un après pour la crédibilité et la légitimité du droit international après ce qui se passe à Gaza. Si c'était prévisible, tu parles du 7 octobre 2023 ou de l'impunité en soi-même par rapport à Israël? Que l'impunité aille à ce niveau-là, qu'on arrive à un génocide. Bon, si on regarde un peu la chronologie des faits et le nombre de violations de la part de l'État d'Israël avant même le 7 octobre 2023, on peut se dire, oui, d'une certaine manière, c'était prévisible. Après, il y a quand même ce qui va déclencher, on va dire, cette forme acharnée de l'État d'Israël. C'est quand même quelque chose qui a été identifié, si on lit Ilam Papé, l'écrivain israélien, juif, qui retrace la chronologie depuis quand même début du XXe siècle, 1900. Donc, il faut rappeler que toute la question, en tout cas de Ben Netanyahou ou son groupe d'illuminés, entre guillemets, racistes, suprémacistes, etc., c'était un groupe ultra minoritaire, à un moment donné, historiquement. À tel point qu'il y a beaucoup de juifs qui vivaient en Palestine ne comprenaient pas cette manière idéologique de vouloir leur forcer à expulser des terres palestiniennes les Palestiniens, puisque c'était en plus leurs propres ouvriers agricoles. Donc au départ, il y avait déjà cela. Bon, ça fait son chemin pendant pas mal de décennies. Et bien, on arrive après, donc, ce groupe, cette idéologie très particulière est arrivée au pouvoir en Israël, même s'il existait dans d'autres aussi, on va dire, groupements politiques, mais peut-être de manière plus modérée, différente. Là, on a une composante religieuse un peu assez particulière, assez on va dire, oui, messianique, exactement, c'est le mot. Après, ce que je pense qui est même plus inquiétant et qu'on aurait dû constater aussi, c'est, en fait, ce qui m'inquiète le plus, c'est la question de la population israélienne, qui petit à petit a été endoctrinée aussi et emportée dans cette idéologie messianique peu à peu. Donc ça, c'est un travail qui s'est fait, à mon avis, pendant des décennies. Et on voit quand même, ce qui est quand même sidérant, c'est le soutien de la population. Nous ne sommes pas dans une situation de Deuxième Guerre mondiale où on aurait pu dire la population ne le savait pas de manière majoritaire. Ici, il y a les réseaux sociaux, donc il y a plus ce prétexte. Donc c'est, je pense, assez inquiétant de ce point de vue-là. Donc oui, on aurait pu s'en rendre compte par différents signaux, c'est-à-dire le fait qu'en tant qu'État, l'État d'Israël, malheureusement, a porté atteinte à pas mal de résolutions des Nations Unies, plus de 67 sauf erreur ou un peu plus. Donc il y a eu déjà un comportement en tant qu'État. Dans divers pays, au Liban, en Syrie, etc. Oui, voilà. Donc déjà ça, il y a un comportement étatique qu'on peut retracer facilement.
Mais en plus, comme je dis, il y a quand même quelque chose de différent qui va aussi déclencher. Après, il y a une multitude aussi d'intérêts économiques qui fait que cette impunité n'est pas non plus... elle est condamnée du point de vue déclaratif, mais pas suivie d'effets juridiques. Voilà, c'est ça que je veux dire. Au niveau international, je donne un exemple, parce que le cas de Gaza, c'est pas de 2023. Il y avait déjà eu des problèmes déjà bien avant. D'ailleurs, la Cour pénale internationale s'était autosaisie justement de la cause palestinienne. Et quel a été, par exemple, le comportement de l'Union européenne par rapport à des violations déjà des droits de l'homme, déjà des crimes contre l'humanité, déjà avant 2023, ça a été de sanctionner 4 colons en Cisjordanie. Et ça apparaît, je vous le dis parce que c'est moi qui porte le dossier du recours en carence contre l'Union européenne, et nous avons retracé l'historique pour voir qu'avait fait par exemple l'Union européenne par rapport à l'État d'Israël. Donc on voit qu'il y a déjà un laisser-faire, donc ça pose un problème, et ça explique un peu où on en est. C'est-à-dire, si vous laissez faire une personne qui commet certains actes qui sont totalement répréhensibles par le droit pénal international, par le droit international pénal, qui sont déjà qualifiés ou peuvent être qualifiés, seront certainement qualifiés à un moment donné par les juridictions internationales de crime, vous utilisez tous les leviers politiques, juridiques, économiques pour stopper. Vous ne laissez pas l'impunité se développer. Ce qu'on entend sur l'Ukraine, notamment. Sur quelles nouvelles sanctions pour la Russie, comment les dissuader, parce que sinon ils vont aller plus loin, etc. Oui, c'est clair. Justement, par le cas de l'Union européenne, on a constaté qu'on avait fait un tableau, on a fait facilement un tableau sur les sanctions des différents pays. Mais d'ailleurs, c'est sur Internet, vous le retrouvez tout. Les sanctions qui ont été adoptées par le Conseil de l'Union européenne par rapport à l'Ukraine, au Botswana, à la Syrie, à Myanmar, etc., pour violation des droits humains, qui ne sont même pas encore, c'était pas au niveau de génocide. Vous avez un paquet de sanctions. Vous avez plus de 2000 personnes par rapport à la Russie. Vous avez 17 paquets de sanctions contre cet État. Et par rapport à Israël, vous avez la colonne, elle est blanche, à part les 4 colons, mais par l'Union européenne. Donc ça pose un problème au niveau de l'impunité. Déjà, Alfonso a bien répondu. C'est difficile d'anticiper, de savoir si on aurait pu prévoir la situation actuelle. C'est vrai qu'à dès fin 2023, en connaissant un petit peu le territoire, la manière dont, je l'explique tout à l'heure, le blocus était déjà présent depuis longtemps, que les gens n'avaient pas pu s'échapper, au regard des types d'armements, de bombes qui laminaient des quartiers entiers utilisés, et au regard aussi des annonces et d'intentions de couper l'eau, les vivres, de tuer, de dire que tout le monde était responsable, y compris les enfants, de ce qui s'était passé le 7 octobre, on pouvait envisager le pire, Et le pire, il était déjà envisageable, donc fin 2023, début 2024. Ce qui est problématique, j'évoquais tout à l'heure, c'est que c'est toujours difficile de mettre ce qui se passe là-bas dans une perspective historique plus ancienne. Il faut rappeler que la colonisation ne date pas du 7 octobre 2023, que les 700 000 colons à Jérusalem-Est et en Cisjordanie, ils étaient là avant le 7 octobre, même si après le 7 octobre, ça s'est accéléré en termes de colonisation en Cisjordanie, et notamment ces derniers mois, comme je le rappelais tout à l'heure, mais que c'est vrai qu'il y avait une forme de normalisation, une colonisation que tout le monde laissait faire, et puis des accords de normalisation qui allaient se faire entre l'Arabie Saoudite et l'État d'Israël, les accords d'Abraham entre autres, avec un axe contre le Yémen, l'Iran qui se formalisait, et donc une forme de normalisation qui allait se faire, et finalement la question palestinienne c'était plus un sujet, même si la colonisation continuait, même s'il y avait des dizaines de Palestiniens qui mouraient régulièrement, mais bon, c'était pas un sujet, tout le monde s'en contentait, même si les associations comme la mienne rappelaient régulièrement que l'accès aux soins, aux droits fondamentaux, et les opérations étaient de plus en plus difficiles, que ce soit à Gaza ou en Cisjordanie. Ce que moi, je n'avais pas forcément pu envisager au regard de ma spécialité, d'acteur humanitaire, c'est à quel point le droit international humanitaire a été bafoué, à quel point les humanitaires en ont pris plein la tronche aussi, si je peux me permettre, à l'image d'ailleurs des civils au global. S'il y a eu 500 humanitaires tués, la majorité sont des Palestiniens, de l'UNRWA, mais aussi des organisations internationales comme la mienne, avec ce qu'on appelle du staff local. Ils ont quand même fait gaffe, les Israéliens, de ne pas trop tuer d'expatriés. Ils en ont tué quelques-uns, malheureusement, notamment de l'association World Central Kitchen,
mais ils avaient quand même bien conscience qu'ils allaient se mettre en difficulté, allaient mettre en difficulté leurs partenaires, notamment européens, s'ils commençaient à tuer des gens de leur propre nationalité. Donc la grande majorité des humanitaires tués sont des Palestiniens, ils ne sont pas des expatriés. Donc voir une petite approche aussi un peu suprémaciste aussi aujourd'hui dans la manière de sélectionner les gens qu'on peut tuer selon leur couleur de peau ou selon leur nationalité. Donc moi je ne pouvais pas imaginer qu'on puisse autant taper dans le tas, je dirais, sur les humanitaires, sur les dispositifs de soins, qu'on pouvait aussi instrumentaliser la raison humanitaire à un point, ça s'est vu sur d'autres conflits, mais parler d'aide humanitaire comme variable d'ajustement et comme outil de négociation politique, que ce soit autour des otages, ou que ce soit autour d'ailleurs des milliers de Palestiniens emprisonnés pour de mauvaises raisons, et qui font aussi partie des gens qu'il faut rappeler comme existants et qui ont besoin d'être soutenus. La question de la raison humanitaire a été instrumentalisée, mais à souhait, quoi. Je veux dire, les Américains en 2024 nous disent qu'ils vont faire un corridor humanitaire entre Chypre et Gaza pour rompre le blocus d'une armée qu'elle soutient elle-même, en nous faisant croire que Gaza est une île et en oubliant de mentionner que des tonnes de matériel sont prépositionnés par les Nations Unies, les ONG depuis de nombreux mois, que ce soit à Al-Arish, que ce soit en Israël. Et vous le savez, les routes, même si elles ne sont pas en bon état, c'est quelques kilomètres. Hein. Il ne faut pas des avions, ce n'est pas 8 heures de vol pour aller à Gaza depuis Al-Arish ou depuis Israël. Et donc en nous faisant croire qu'on allait faire venir des bateaux pour rompre un blocus, et donc être dans un soutien d'une population civile exsangue, on était dans une instrumentalisation cas d'école, une instrumentalisation de la raison humanitaire par un État, les États-Unis. Et d'ailleurs, cette opération de corridor maritime a été un fiasco. Ça a fonctionné entre avril 2024 et juillet 2024. Quelques bateaux qui ont pu accoster, du coup ils ont annulé. Mais vous voyez, cette instrumentalisation-là, c'est une manière, au travers de l'aide, c'est comment l'aide dépolitise les contextes. C'est-à-dire, on se focalise sur la rhétorique humanitaire, sur son opérationnalité, sa symbolique, et ça permet de ne pas rentrer dans le vif du sujet, qui est qu'en fait, il y a un blocus opéré par une armée qu'on soutient, même en fournissant des armes, qu'on peut rentrer par la route, et donc, si on veut vraiment rompre le blocus, c'est pas par la mer, mais c'est en arrêtant de donner des armes à l'armée qu'on soutient. C'est masquer le fait que les Américains n'ont jamais voté pour un cessez-le-feu au Conseil de sécurité, qu'ils n'ont jamais voté pour l'arrêt d'envoi d'armes dans la région, comme le Conseil des droits de l'homme l'a demandé. Bref, qu'ils ont été en permanence dans un soutien indéfectible. Bon, c'est leur choix, critiquable ou pas, évidemment critiquable, mais là où ça devient problématique, en tout cas pour moi et dans mon corps de métier, c'est quand on instrumentalise autant l'aide pour dépolitiser des contextes. Et ça a été absolument odieux. Et le dernier point, peut-être sur l'instrumentalisation de l'aide, c'est la dynamique de privatisation et de militarisation de l'aide au travers de la Fondation humanitaire pour Gaza, qui est une fondation gérée par un proche de Trump, qui est censé aujourd'hui apporter de l'aide depuis avril-mai 2025 dans Gaza, qui est une fondation donc, qui est proche de parties prenantes au conflit, hein, des Israéliens et des Américains, qui est fait de mercenaires et qui est censé distribuer de la nourriture dans des dispositifs. Alors il y en avait certains, il y avait quelques-uns autour de Gaza City, mais ils ont fermé, la plupart sont dans le sud. Et en fait, ce sont des dispositifs qui sont censés attirer des populations qui sont soumises à la famine dans de nombreux contextes, dans de nombreuses zones de Gaza, pour les faire venir vers le sud et notamment pour les amener vers cette fameuse ville humanitaire que serait Rafah potentiellement. Et donc, ayez en tête que c'est au moins 2000 personnes qui ont été tuées aux abords de ces dispositifs. Donc, quand on va chercher un sac de riz ou un sac de farine, on risque sa peau au quotidien à Gaza, y compris lorsqu'on est proche de dispositifs dits humanitaires. Et puis surtout, ce dispositif, on le voit, est un outil pour accompagner une déportation annoncée de population dans le cadre d'un projet colonial totalement assumé. Et donc, c'est créer les conditions d'amener les populations vers l'ouest qui est en train de se passer, vers le sud, sur Al-Mawazi notamment et Khan Younes, avoir ces dispositifs de distribution de bouffe qui existent comme ça, on se protège un peu du droit international, on ne peut pas dire qu'on est génocidaire parce que quand même on a un peu distribué de bouffe, mais c'est comment, vous voyez comment la Fondation humanitaire pour Gaza
devient un opérateur d'un projet politique qui s'appuie sur une opérationnalité de déportation dans le cadre d'un projet colonial. Et ça, évidemment, pour les ONG comme la mienne, c'est juste pas possible d'être acteur de ce genre de pratique. En 1984, MSF avait quitté, en claquant la porte, l'Éthiopie parce qu'il s'était retrouvé au moment d'une famine, vous vous souvenez, il y avait eu Band-Aid, il y avait plein de chansons et d'artistes qui s'étaient mobilisés. En fait, cette famine, elle avait été générée par une politique agraire d'un régime qui avait déplacé des millions de personnes, ça s'était mal passé. Et donc MSF, à l'époque, avait dénoncé ça, et en claquant la porte, et en disant que voilà, ils ne pouvaient pas être les opérateurs d'un régime qui déplaçait sa population et qui créait une famine. Et ben voilà, les associations comme la mienne sont impartiales, indépendantes, désintéressées, en tout cas, ne défendent pas de projet politique autre que celui de défendre la lutte contre les inégalités sanitaires, sociales et environnementales. Et donc, on ne peut pas être un partie prenante au conflit et accompagner une politique de déportation. Donc, on voit bien, et je m'arrêterai là, par rapport à ce qu'on pouvait anticiper ou pas, c'est vrai que je m'étais jamais dit qu'on pouvait considérer que, y compris d'une démocratie, parce que souvent on met ça en avant, on puisse autant instrumentaliser l'aide au travers notamment de sa militarisation, de sa politisation, de son intégration comme une variable d'ajustement. Je pensais qu'on pouvait arriver à ce point pour qu'au final, aujourd'hui, on soit dans une situation de famine qui impacte y compris mes équipes. Merci beaucoup. Je pense je vais vous poser une dernière question. Après, on va peut-être prendre les questions du public. Ça, c'est un message pour vous dire préparez vos questions. Moi, je voulais vous reparler de la crédibilité du droit international parce que c'est une question qui anime beaucoup la politique dans le monde arabe. Ça veut dire que, je prends l'exemple du Liban, au Liban, la lutte armée est jugée comme essentielle par une majorité de la population pour se protéger contre Israël. Notamment, il y a même des séquences vidéo où ils disent sans la lutte armée, qu'est-ce qui va nous protéger? C'est pas la résolution 67 de l'ONU, ou je ne sais plus c'est quoi le chiffre, parce qu'il n'y a pas du tout cette confiance dans les instances internationales, notamment vis-à-vis du traitement historique des crimes commis par Israël. Est-ce que ce droit international humanitaire, comme on l'a décrit dans l'intitulé de cette conférence, comment il peut regagner cette légitimité? Comment il peut, est-ce que c'est même possible qu'il regagne cette légitimité dans le Sud global, ou bien c'est quelque chose qui n'a de sens que pour les Occidentaux et pour les puissances européennes? Comme je disais tout à l'heure, c'est pas nouveau que le droit international est mis en tension. Hein. Des hôpitaux bombardés en Afghanistan, au Yémen, des populations prises pour cible et des humanitaires tués au Soudan ou en Congo, ça date pas d'aujourd'hui. Ce qui est nouveau, c'est encore une fois, la manière dont les Occidentaux perdent la dernière légitimité qu'ils ont à le porter, alors même qu'ils ne le respectent pas sur le territoire, enfin sur le conflit israélo-palestinien. Et donc ce deux poids deux mesures est flagrant et affaiblit ce droit international humanitaire. Encore une fois, il est très bien écrit selon de nombreux juristes, il est complet. Il y a beaucoup de zones de conflit où les populations civiles attendent de ce droit qu'il les protège, et de fait, dans certains contextes, il est légitime et utile et attendu par la population. Ce qu'il faut avoir en tête quand on est un acteur humanitaire comme moi, ou qu'on fait du plaidoyer aussi, que ce soit dans les médias, dans les politiques, mais aussi qu'on est au contact de la population, c'est de ne pas faire croire que ce droit va protéger les populations. Il est vraiment appliqué à la manière, on va dire, à la carte, hein, je dirais, malheureusement, selon les contextes. On l'a évoqué tout à l'heure.
Je dis ça pourquoi? Parce que il faut se garder de l'illusion que ce droit protégerait les populations, alors même que ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, le droit, il ne protège pas à Gaza. Les gens meurent par dizaines chaque jour, et ça va s'accentuer si la famine continue à se répandre, même si on le met en avant en permanence. Je fais référence aussi à Srebrenica, que tu as évoqué tout à l'heure, Alfonso, mais Srebrenica, c'est 8000 morts, alors même que les casques bleus étaient censés protéger les populations civiles. Et donc, on a renvoyé l'illusion au travers de ces casques bleus ou d'un cadre de juridiction internationale, on a renvoyé l'illusion que les populations pouvaient être protégées, ce qui n'a pas été le cas. Donc, il faut être très vigilant, je trouve, en tout cas de mon point de vue en tant qu'acteur humanitaire, à certes manipuler ce droit, le mettre en avant, le rappeler comme étant un cadre structurant, une forme d'humanisation de la guerre, et en même temps être dans le monde réel et rappeler aux populations civiles que l'impunité est encore très importante et qu'il ne sera pas forcément protecteur dans tous les cas de figure. Donc il faut être vigilant dans son appréciation. La question du droit, en effet, c'est problématique. Déjà, ce deux poids, deux mesures que tu mentionnais, mais c'est un deux poids, deux mesures surtout qui est visualisé par la population, qui va créer quand même, je pense, de certaines réflexions pour les futures générations. On se dira, bah, tiens, dans ce cas-là, il y a l'impunité, il n'y a pas de souci. Dans l'autre, il faut voilà, on va sanctionner. Ça, à mon avis, ça va créer un grave problème. Un grave problème, en effet, un affaiblissement de ce qui est le droit. Et là, je vise particulièrement l'Union européenne. Jourdi est assez sévère avec l'Union européenne. Bon, d'ailleurs, l'objet de notre recours en carence, le recours en carence qui n'est que pour constater l'illégalité de l'omission, de l'inaction. Parce qu'il faut savoir une chose. Alors, en préparant ce recours, on a découvert, enfin on le savait mais pas à ce point-là, parce qu'on a eu quand même pas mal d'informations de journalistes bien organisés et de toutes sortes de sources, surtout d'ONG et d'associations, c'est qu'au fait vous le financez ce génocide. Le citoyen européen est en train de le financer. Pourquoi ? Parce qu'au fait, Israël reçoit, par exemple, avec le programme Horizon, plus d'1 milliard d'euros par an, sur 27 qui est alloué pour la période jusqu'à 2027, 2028, sauf erreur. Et ce milliard d'euros sert à financer justement tous les développements technologiques au niveau militaire. Et il y a 6 entreprises militaires qui bénéficient de ce fonds européen. Il y en a une particulièrement, en tout cas, une entreprise grecque, supposément grecque, qui est détenue à 95% par l'État d'Israël et qui reçoit des fonds européens, c'est-à-dire vos impôts. Voilà. Et ça, il faut le savoir. C'est important que le citoyen européen sache qu'au fait, d'une manière directe ou indirecte, en fait, il est en train de le financer. Mais le plus grave, c'est au niveau des institutions européennes, c'est-à-dire de faire respecter le droit. Justement, on parlait de deux poids, deux mesures. On a appliqué le droit parce qu'il y avait des atteintes au droit international militaire, au DIP, au droit international public par rapport à la Russie, comme exemple, c'est simplement un titre d'exemple, parce qu'il y a eu d'autres. On se demande, mais pourquoi on n'applique pas exactement les mêmes principes, et en plus, beaucoup plus justifié dans le cas d'Israël, parce qu'on parle en plus de génocide, donc il y a comme crime international quand même, il n'y a pas vraiment de hiérarchie, mais quand même c'est assez grave. Et on se pose la question, mais pourquoi, voilà, au niveau de l'Union européenne, les institutions européennes n'ont pas agi. Ben, on comprend parce qu'il y a plein d'intérêts, au fait. Il y a des intérêts économiques qui sont très importants. Il y a des acteurs privés et publics qui sont avec des intérêts avec Israël. Quels sont les leviers qu'aurait pu utiliser l'Union européenne qui aurait pu peut-être faire changer le comportement de manière drastique à Israël? Ben, ça aurait été le levier, par exemple, l'exclusion bancaire du système bancaire SWIFT, comme l'a été fait avec la Russie. Dans le cas d'Israël, ça aurait été beaucoup plus impactant. Les sanctions individuelles contre les dirigeants israéliens. Il n'y a pas eu. Ils auraient pu le faire. Un autre levier très important, c'est évidemment l'accord de l'Union européenne-Israël, qui est écrit noir sur blanc dans son article 2, donc c'est une condition suspensive, il peut être en vigueur, cet accord, seulement s'il y a respect des droits de l'homme.
avec tous les rapports internes propres de l'Union européenne, je ne parle même pas de l'ONU et des rapports d'experts juridiques, cet accord a dû être suspendu, mais immédiatement. Immédiatement. Évidemment, ça peut avoir un impact très important sur un pays comme Israël, quand vous savez que 30% de ses exportations vers l'Union européenne, en volume, c'est quand même assez important. Et l'inverse, c'est 1%. Donc vous voyez bien que le levier économique à ce niveau-là est très important. Et effectivement, si on avait adopté des mesures concrètes à ce niveau-là, je pense qu'on aurait arrivé à faire changer, ou en tout cas dissuader les autorités israéliennes. Donc, au niveau au plus politique, il n'y a eu aucune déclaration concrète de la haute représentante des affaires étrangères de l'Union européenne par rapport au génocide. De manière très concrète, il n'y en a pas. On l'a réclamé dans ce recours. Voilà, donc vous avez des leviers économiques, vous avez des leviers, il y a la question militaire. Vous avez le TCA, qui est le traité pour le commerce des armes, l'article 6 et 7, qui interdisent l'exportation d'armes, et c'est ratifié par tous les pays de l'Union européenne. Hein. Il n'y a pas besoin de l'Union européenne pour ça. Chaque pays peut l'appliquer. Il est bien indiqué dans ce traité qui a été ratifié dans les ordres juridiques, il est intégré dans l'ordre juridique de chaque État européen, qu'on ne peut pas exporter ni laisser transiter des armes vers un pays où il y aurait un risque, je ne vous dis pas qu'il y ait génocide, un risque génocidaire. Et c'est ce qu'a dit justement la Cour internationale de justice le 24 janvier 2024. Le 24 janvier, le 28 mars et le 26 mai 2024, à 3 reprises, la Cour internationale de justice a bien indiqué que ce risque génocidaire existait de manière objective, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment des éléments probants à ce niveau-là. Dès lors que vous avez une décision judiciaire au niveau international qui vaut erga omnes, même chose, qui vaut pour tous les États, c'était l'Afrique du Sud contre Israël, mais ça vaut pour tous les États parce que c'est comme ça dans le droit international, à ce moment-là, tous les pays, par exemple européens, auraient dû immédiatement stopper le transit et l'exportation d'armes vers Israël. Et ça n'a pas été le cas, donc il y a toujours ce décalage entre ce qui est dit et ce qui est fait dans la réalité. Nous, en tout cas, en Association Jourdi, il faut le savoir, vous devez le savoir, nous avons aussi entrepris une action en urgence. L'urgence, il y a toujours eu, mais bon. Parce que ce recours en carence que je vous évoquais, c'est un recours qui prend entre 12 à 18 mois et qui, en accéléré, peut être de 9 à 12 mois. Et vous voyez qu'en 9 à 12 mois, on peut continuer encore à tuer des enfants et avec des snipers et continuer. Donc ça peut continuer. Donc nous avons entrepris une action en urgence, qui s'appelle en référé, de mesures provisoires, pour tenter, mais il faut tout tenter, hein, pour tenter que, justement, inviter, on va dire, d'une certaine manière, à travers le tribunal de l'Union européenne, les institutions européennes soient obligées à agir d'une fois pour toutes. Alors je voulais peut-être terminer sur la Cour pénale internationale, parce que tu parlais de l'effritement, d'une certaine manière, du droit international. Alors, il faut savoir que le droit, quand même, c'est notre boussole, c'est la manière, c'est notre nord qui évite l'ensauvagement de la société, ceci dit de manière générale. Et ça vaut aussi pour les acteurs au niveau international. Vous voyez bien que la Cour pénale internationale est attaquée. Il y a eu d'abord 3 juges qui ont été sanctionnés, dont le procureur Khan. Et dernièrement, il y a encore quelques jours, c'est hier ou avant-hier, j'ai perdu un peu la notion du temps, encore 4 juges, dont un juge français, ont été sanctionnés, donc avec gel d'avoir, annulation de leur visa, etc., avec toute l'implication que cela peut comporter pour la vie personnelle et professionnelle de ces magistrats. Donc tout est fait pour tenter de détruire cette juridiction internationale. Je pense sincèrement garder quand même une note d'espoir. Netanyahou, c'est une personne qui va passer, à mon avis. Monsieur Trump, il a un mandat, on ne sait pas s'il va continuer avec son mandat, avec son idée de son aventure de 2028, mais n'empêche qu'il passera. Mais les institutions, elles se maintiendront. Et ce qu'il faut faire, c'est surtout préparer les nouvelles générations. Et dans Jourdi, nous invitons constamment aux nouvelles générations de juristes, d'avocats, de juges, à tout le monde, à commencer à se préparer pour les prochaines 10, 15, 20 ans, au moment où il faudra juger ces personnes. Parce que n'oublions pas, les crimes internationaux sont imprescriptibles. Mais il faut quand même faire vite, parce que sinon ces gens-là aussi, ils meurent. Hein. On a tous une vie, une durée quand même qui est comptée. Donc voilà, donc ça c'est par rapport à
peu à l'effritement du droit international. Je pense que c'est la question. Merci beaucoup à vous deux. Avant de passer à vos questions, je voulais vous remercier tous les deux de cette conférence, mais aussi de votre travail, parce que votre travail, pour nous, militants politiques, il est très important, parce que vous nous donnez des outils pour justement pouvoir combattre. Et je voulais remercier la Rêve et Aymeric Caron pour l'organisation de cette conférence, parce que vous prenez pas mal de coups, notamment sur la question palestinienne. Depuis le début, vous avez eu une position très courageuse et très difficile à tenir, et vous avez tenu, donc je voulais vous remercier. Peut-être conclure aussi sur la Palestine, qui a été une véritable boussole politique, je pense, depuis 2 ans maintenant. Ça nous a permis de nous retrouver dans des luttes contre le colonialisme, et ce qui nous rassemble, nous, globalement, à gauche, c'est une question de lutte contre les inégalités de classe, les inégalités entre les êtres vivants, et le fait qu'on puisse voir les inégalités entre les États, entre les pays, ça nous replonge dans cette lutte contre le colonialisme qui est encore essentielle, qui est encore présente, et dont on a besoin du maximum d'alliés dans la scène politique occidentale, parce que ce qui se passe, c'est inédit. Inédit dans la violence que subit le peuple palestinien, mais aussi inédit dans la mobilisation qu'il y a eu pour la Palestine en Occident. Moi, j'ai grandi dans un pays arabe, on a toujours été touché par la cause palestinienne. On n'a jamais vu autant de mobilisation en Europe, aux États-Unis, d'une jeunesse qui se sent concernée. Et ça, je pense que c'est ça qui peut changer les choses. Comme tu l'as dit, une note d'espoir est importante pour finir. Donc maintenant, on vous écoute. Oui, bonjour. J'avais une question, en fait. Je m'interroge sur, et je voudrais avoir votre avis sur ce que vous pensez qu'en tant que simple citoyen, quelle est l'action qu'on peut encore mener, si on peut encore espérer faire des choses qui aient un impact pour motiver le gouvernement français à réagir au niveau de l'État ou bien au niveau de l'Europe. Moi, j'habite dans le 66. Il y a beaucoup de gens avec qui on discute, qui se posent beaucoup de questions. Et on a lancé une initiative là, de pétition sur le site de l'Assemblée nationale. Alors, ça vient tard et c'est quelque chose d'un peu... On a le sentiment que c'est quelque chose d'un peu petit. On ne sait pas trop quoi faire d'autre. Mais le raisonnement, c'était de se dire, étant donné qu'il y a un mouvement de bateaux qui doivent partir le 31 août, on se disait que peut-être le fait de pousser une pétition comme celle-ci pourrait créer un mouvement et pourrait bénéficier peut-être d'une écoute pour que ces bateaux-là soient un petit peu protégés et que éventuellement on puisse espérer que de l'aide humanitaire parvienne jusqu'à Gaza par la mer. Alors je vous prie de pardonner ma naïveté sur le dossier. Ce que je vous exprime là, c'est juste les questions qu'on se pose en fait nous. Et voilà, on aurait aimé avoir votre avis d'intervenants, d'experts en la matière, de gens qui se battent déjà depuis longtemps sur le sujet. Merci beaucoup. Ma question est une question généraliste. Ah, il marche pas. Il marche pas. C'est bon. Voilà, je disais que ma question était une question généraliste, mais qui incluait bien sûr Gaza, Israël et Netanyahou. Alors, que pensez-vous, messieurs, de la réflexion du biologiste qui s'appelle Olivier Amand et qui dit que la catégorie des vieux hommes blancs, riches, ivres de pouvoir et de domination, Trump, Poutine, Netanyahou, pour ne citer qu'eux, qui dirigent notre monde actuel, sont des fossiles d'un monde ancien bâti sur les guerres, la déprédation et le colonialisme. Et bien sûr, n'ont rien à proposer, même s'ils restent extrêmement dangereux aujourd'hui. En parallèle, un monde robuste, résistant, épris de justice
se met en place. Nous le voyons dans la société civile mondiale. Un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse, dit-on. Ne pensez-vous pas que ce monde ancien est à bout de souffle et qu'Israël, mis au banc des nations, moralement, isolé, pourrait renoncer à ces funestes projets? Bien sûr, ma question est l'expression d'un optimisme du désespoir, ou alors une illusion. Superbe question sur les vieilles hommes blancs, j'ai adoré. Bonjour et merci surtout pour vos interventions, messieurs, dames. La question est toute simple, enfin, j'ai deux questions, mais très courtes. Est-ce que la reconnaissance par la France de l'État palestinien peut influencer, peut changer les choses? Et j'ai perdu la deuxième. Si, pardon. Est-ce que la France continue à livrer des armes actuellement à Israël? On va prendre une dernière question pour pas empiéter sur... Ah, il y en a deux, on va en prendre deux alors. Ah non, il y en a deux, il y en a quatre. Bonjour. Est-ce que vous... Excusez-moi. Je pense que vous avez déjà en partie répondu à la question, mais j'aimerais avoir une réponse un peu plus complète et surtout vraiment préciser la question. C'est à quoi tient l'impunité de l'État d'Israël? Donc j'ai entendu qu'en Grèce, voilà, il y avait une entreprise d'armement qui était financée, enfin, qui appartenait à 95% à l'État d'Israël. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui font que il y a une grande impunité quand même mondiale, j'ai l'impression, en tout cas, peut-être pas en Afrique du Sud et autres, mais de l'État d'Israël, qu'il n'y a pas pour la Russie. Et je ne vois pas, moi, de mon point de vue, ce qui donne plus d'impunité à l'État d'Israël qu'à la Russie. Donc, est-ce que vous avez d'autres éléments de réponse ? Attendez. Ah oui. Ça sera tout pour les questions parce qu'ils ne vont avoir qu'une 10 minutes pour répondre. donc c'est déjà pas mal. J'en profite pour vous rappeler que les ouvrages de tous les intervenants sont disponibles à la librairie et le mien également si vous êtes intéressé par la politique tunisienne et qu'on passera vous voir pour les dédicacer et discuter. Si vous avez d'autres questions, à ce moment-là, je serai ravi d'y répondre. Oui, sur la première question, merci pour toutes ces questions qui sont pertinentes. La frustration, on la vit tous, y compris moi en tant que président d'une organisation qui est opérationnelle à Gaza et qui, comme je vous le rappelais tout à l'heure, voit aussi ses équipes en difficulté, l'incapacité de faire entrer des médicaments, la nourriture de manière proportionnée, et donc ils se retrouvent à avoir des équipes sur 12% du territoire et qui peut-être demain seront concentrés sur Rafah avant d'être expulsés on ne sait où. Donc la frustration elle est vraiment diffuse, y compris chez les acteurs humanitaires. Donc il ne faut pas baisser les bras. Alors, quand je dis ça, j'ai tout dit et j'ai rien dit, mais il y a plusieurs moyens d'être solidaire. Alors solidaire de ces bateaux, pourquoi pas. Nous on réfléchit aussi avec d'autres acteurs à peut-être être opérationnel sur la mer, mais bon, qu'on se le dise, la meilleure opérationnalité, c'est par la terre, c'est pas par la mer, et ça relève davantage d'une campagne de communication que d'une possibilité d'avoir un réel impact opérationnel sur la malnutrition et sur le défaut de soins à Gaza. Ceci dit, je défends l'idée que tout est bon à prendre en temps de génocide plausible, et donc j'ai toujours défendu les initiatives, y compris les dernières maritimes, parce qu'elles continuaient et elles permettaient de continuer à mettre la lumière sur l'inacceptable en cours à Gaza, étant entendu qu'on avait peu d'espoir d'un point de vue pragmatique à ce que ce bateau non seulement arrive sur les côtes, mais ensuite, avec son petit chargement, inverse quoi que ce soit en termes de drame humanitaire. Mais voilà, moi je le soutenais aussi quand même symboliquement. Donc qu'est-ce qu'on peut faire ? Je vais faire de la pub, vous pouvez donner de l'argent aux Médecins du Monde, parce qu'on continue à être opérationnel, donc n'hésitez pas à être donateur, ça peut être utile et pas que sur ces crises, y compris en Cisjordanie et ailleurs. C'est oui, des pétitions, c'est des manifs à son niveau territorial, c'est, je le disais tout à l'heure, mais voilà, c'est aussi bien voter quand il faut voter à un moment. Alors,
ici, je sais je suis dans une enceinte particulière, mais dans un lieu particulier, mais ça fait partie aussi des choses à avoir en tête. Il y a des partis politiques qui sont plus sensibles que d'autres au respect du droit international, du respect des droits fondamentaux et au respect de projets de société fondés sur la solidarité, entre autres. Donc, à différents niveaux, avec des impacts plus ou moins évidents ou visibles, on peut jouer son rôle de citoyen, quoi. Sur la première question d'action des citoyens, je dirais interpeller vos députés, vos sénateurs, on oublie les sénateurs, hein, ils sont là. Enfin, quand je dis députés, c'est tous vos députés, pas simplement le député de votre circonscription. Je rappelle que les députés ont un mandat national, hein, même s'ils sont votés dans une circonscription précise. Et le boycott, la désobéissance civile, légale, pacifique. Le boycott, ça peut être très intéressant aussi, c'était dans le comportement, dans nos achats, c'est-à-dire vous avez déjà le rapport de Francesca Albanese, qui retrace la plupart des entreprises qui sont impliquées direct ou indirectement dans ces crimes internationaux en Israël. D'ailleurs, Jourdi a une action en justice contre la BNP, pour que vous le sachiez. Il y a la LDH qui a une saisie aussi, qui a porté plainte contre Eurolinks, qui est une société française militaire, justement, qui est liée à cette histoire de Fos-sur-Mer, à Marseille. Donc voilà, vous pouvez aussi signaler aussi, si vous connaissez l'exportation d'armes ou de transit, il faut le signaler au procureur. Voilà, ce type d'action, en tout cas au niveau citoyen, en complément de ce que vient de dire Jean-François. Et on continue avec les autres questions. Alors dans la deuxième question, vous faisiez allusion à Olivier Hamon et de votre optimisme et de la fin de ce vieux monde. Je l'espère, hein. J'espère que oui. J'ai terminé aussi avec ma note d'espoir. On fera surtout tout pour en tout cas. Hein. Voilà, donc surtout c'est les nouvelles générations. Mais par contre, moi je dirais, oui, peut-être c'est un peu idéaliste de dire oui, il y aura un nouveau monde et ça sera d'hiver et tout ira bien. Je rappelle que quand même cette histoire-là, on l'a eue après la Deuxième Guerre mondiale. On a dit jamais plus. Après le tribunal de Nuremberg, on a dit jamais plus. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que justement, en 1948 a été adoptée la Convention de prévention contre le génocide. C'est une des uniques justement conventions, c'est pour ça que c'est important quand même de le souligner pour qu'on comprenne bien, hein, c'est une des conventions que dès lors qu'elle est activée par une décision judiciaire, comme j'indiquais, de la Cour internationale de justice, elle oblige tous les États, mais tout le monde, justement dans cet esprit de plus jamais ça, elle oblige à tous les acteurs de la communauté internationale à agir. Il n'y a pas de neutralité. Dès que lors on sait qu'il y a un génocide, il faut agir. Et agir, ça ne veut pas dire aller nécessairement avec des forces armées et obtenir un résultat. Sinon, c'est une obligation de moyens au niveau du droit de tous les États. Et de ne pas être complice. Parce que l'inaction, c'est être complice. Il y a une complicité passive ou active. Moi, je dirais qu'on en est plutôt à une certaine complicité active dans certains cas. Et donc, ça, c'était l'esprit de Nuremberg et de cette convention. Vous verrez d'autres conventions, comme par exemple le statut de Rome, c'est différent. Le statut de Rome va vous dire, il va vous décrire, voilà, ça, ce sont les éléments constitutifs du génocide, et nous allons condamner, engager des poursuites et la procédure, et engager la responsabilité des personnes au niveau individuel. Mais ça, c'est après. Donc, et là, nous avons une convention. Et la troisième, c'était sur la reconnaissance de la Palestine. Tu veux peut-être répondre? Je réponds après. J'y vais. Alors, sur la reconnaissance de la Palestine, sur le principe, je vais vous dire, oui, mais c'est très bien, c'est parfait, c'est très bien, ça arrive, mais c'est un peu tardif quand même. Hein. Voilà, c'est ça que je vous répondrai. Oui, bien sûr, qui va être contre la reconnaissance d'un État palestinien? Par contre, oui, il y a aussi certains propos sur lesquels, en tout cas personnellement, moi j'adhère. On se dit, oui, mais c'est un peu tardif, on va reconnaître peut-être un cimetière si on continue comme ça. Et donc, c'est dommage que ça soit tardif, mais bon. Il faut quand même saluer le principe de reconnaissance de l'État palestinien. La question sur la question des armes, oui, hein, les armes, ils continuent à transiter. Nous, on est en lien avec des associations
qui travaillent justement sur la question du boycott, etc., qui nous alertent justement sur le transit d'armes, et on joue au chat à la souris. C'est-à-dire qu'il y a la partie déclarative, comme je disais, au niveau politique, mais qui ne suit pas dans les actions. C'est-à-dire vous n'avez pas... Nous avons fait une mise en demeure, par exemple, au directeur général des douanes, avec un signalement très précis. Vous pensez qu'ils nous ont répondu? Ils n'ont même pas répondu. C'est-à-dire on leur a donné des dates horodatées de passage de navires avec des armes. Est-ce qu'ils ont agi? Non. Ils les ont laissés passer. Donc oui, les armes continuent à transiter malgré le traité de commerce contre les armes que je vous disais qui l'interdit. Et ça, c'est un peu le cas de l'Espagne aussi. Il y a eu à un moment donné un petit décalage avec l'Espagne qui a déclaré qu'elle arrêtait de vendre les armes, etc. Mais cependant, des associations nous ont alerté que dans la réalité, ils continuaient, même en Espagne, à transiter certaines armes vers Israël. Donc voilà quant à la reconnaissance de la Palestine. Et je te laisse répondre après, j'enchaîne peut-être sur là. Je pense qu'on est obligé de s'arrêter là pour que le public puisse avoir une petite pause avant la prochaine conférence. Donc merci beaucoup à vous deux. Merci pour cette analyse de qualité. Et comme je vous ai dit, vous pouvez nous retrouver à l'extérieur si vous avez d'autres questions.